Bonjour à tous. Bonjour à tous et bienvenue à notre webconférence dédiée à la charge mentale. Vous êtes nombreux aujourd'hui à participer, donc on vous en remercie. Quelques petites règles avant de débuter. Si vous pouviez couper vos micros et vos caméras, ce qui permettra une meilleure qualité pour notre échange. Eh bien, écoutez, il est 11 heures. Je vous propose de commencer cette webconférence. Alors, je suis Élodie Lévy, je suis responsable du service prévention promotion de la santé au sein des OVI MCD Mutuelle du groupe Aesio et en charge du pilotage des activités prévention pour le groupe. Je suis Audrey Pio, coordinatrice prévention et promotion de la santé au sein des OVI MCD Mutuelle groupe Aesio et en charge de l'activité sur le champ de la santé au travail. Alors, avant de commencer, quelques petites règles d'organisation. Si vous souhaitez poser des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez le faire via notre chat. Vous devez avoir une petite pastille sur la droite de votre écran pour le faire. Avec Audrey, nous y répondrons plutôt en fin d'échange. Et Morgane Yovine, notre modératrice, se chargera de les identifier pour nous pour que l'on puisse y répondre. La règle de base pour ce chat et pour ces échanges, c'est bien entendu la bienveillance. On ne commente pas les questions ou les remarques des autres participants. Et n'hésitez pas à nous poser les questions directement. Ne répondez pas entre vous. L'objectif est vraiment que vous puissiez vous adresser à nous et qu'on puisse nous vous répondre à la fin de cet échange. Voilà, les règles du jeu sont posées. Je vous propose de regarder ensemble l'ordre du jour de notre échange de ce matin. On a 1 heure pour échanger sur la charge mentale et surtout sur les techniques pour l'alléger. Donc, nous commencerons par aborder cette charge mentale. Finalement, qu'est-ce que c'est ? On abordera ensuite les attitudes néfastes que l'on peut avoir et les points de vigilance à avoir pour ne pas alourdir cette charge mentale, les techniques justement pour s'alléger, et puis on prendra un petit peu de temps pour aborder le sujet qui nous a tous bouleversés ces derniers mois, qui est la crise sanitaire, le Covid-19, avec la crise, mais aussi la reprise d'activité sur le site ou en télétravail. Alors, comme je vous le disais, l'objectif, c'est effectivement d'aborder la charge mentale et déjà de définir cette charge mentale. Donc, la charge mentale, c'est l'ensemble des sollicitations du cerveau pendant l'exécution du travail. C'est vraiment une contrainte du travail qui est fonction des exigences, donc celles qui sont inhérentes à la tâche à effectuer. Les exigences sont en termes de temps, en termes de complexité ou d'attention que l'on doit avoir pour exécuter ce travail. Mais cette contrainte de travail, elle est aussi fonction de la capacité que l'on a à traiter le travail et qui est vraiment différente en fonction des personnes. L'expression charge mentale, elle a vu le jour en 1998 et elle a surtout commencé à être connue quand la dépression en milieu professionnel a été reconnue par la médecine du travail. Et cette dépression en milieu professionnel, elle est liée à plusieurs facteurs, notamment les pressions liées au bouleversement de l'organisation des entreprises, à la standardisation du travail, mais aussi à l'arrivée de l'informatique et des nouvelles technologies qui participent à l'émergence de cette charge mentale. D'après une étude parue en 2010, près de 47% de notre temps est consacré à penser à autre chose qu'à ce que nous sommes en train de faire. En neurosciences, on dit que la charge mentale est liée au fonctionnement analytique du cerveau. Prenons un exemple d'un trajet en voiture. Lorsque vous connaissez le trajet, votre cerveau va fonctionner en mode automatique. Même s'il reste vigilant, il n'y a pas d'analyse particulière. À l'inverse, si vous suivez votre GPS ou que vous cherchez votre chemin, votre cerveau va passer plutôt en mode analytique, et ce qui va entraîner davantage d'énergie. Le nombre de tâches qui peuvent être faites simultanément est limité. 4 à 7 éléments d'information simultanément et dans un temps assez court, de 2 à 30 secondes. Plus vous multipliez les opérations cérébrales en peu de temps, et plus la charge mentale va s'accroître. Il faut savoir que le cerveau est capable de faire 2 choses automatiques en même temps. Écouter la radio et conduire, siffler en marchant.
Par contre, dès lors qu'il doit passer et basculer entre un comportement automatique et un comportement analytique, il y a un risque de surchauffe, surtout s'il y a une injonction de répondre en urgence à la demande. Il faut également savoir qu'un travail bâclé engendre une charge mentale équivalente à celle qui est existante lorsqu'il y a un excès de travail. Si on prend l'exemple des soignants, dont on connaît les difficultés aujourd'hui, il y a un fort épuisement émotionnel en raison d'une qualité de travail qui parfois est empêchée, faute de moyens ou faute de difficultés organisationnelles. Alors maintenant que vous en savez un petit peu plus sur cette charge mentale, je vous propose d'aborder les attitudes néfastes qui entraînent cette charge mentale et les points de vigilance à avoir. Donc, vous voyez sur le slide, on a identifié 6 qualités qui peuvent se transformer en défauts parce que elles participent à cette charge mentale. Donc, prendre conscience de nos comportements, notamment ceux qui sont cachés, c'est aussi se libérer de nos propres exigences qui sont vraiment néfastes et autant finalement que les sources de pression extérieure. Alors, avant toute chose, je vous propose de participer à un petit sondage. Vous avez, pareil, sur la droite de votre écran, un petit onglet sondage. Parmi ces 6 qualités que l'on va aborder, sur ce temps, quels sont ceux qui vous définissent le plus, vous qui participez à cette webconférence? Je vous propose d'y répondre. Alors, pas plus de 2 réponses par personne. Et puis, on regardera les réponses en fin d'échange. Alors, voyons de plus près justement ces qualités qui peuvent finalement se transformer en défauts. Ce sont des qualités que l'on développe dans le cadre professionnel. Alors, cette première qualité, c'est le perfectionnisme. Ne pas supporter les approximations, repérer les détails d'imperfection. On peut se dire que c'est vraiment une quête illusoire et finalement, c'est une perte de temps et d'efficacité. On a tous l'exemple de personnes qui refont un mail ou un compte rendu pour arriver à la perfection. Eh bien, il faut apprendre à lâcher prise parce que ce perfectionnisme finalement aggrave notre charge mentale. Deuxième qualité, deuxième comportement, c'est le surcontrôle. C'est une qualité, en tout cas un fonctionnement qui est plutôt lié à la charge managériale. Puisque un manager peut perdre vraiment beaucoup de temps et d'énergie et d'efficacité s'il est dans cette logique d'autocontrôle, de surcontrôle, pardon. On peut prendre l'exemple d'un responsable qui surveille les horaires d'arrivée et de départ de ses collaborateurs ou dans un cadre commercial d'un manager qui vérifie les rendez-vous pris par ses collaborateurs. Au-delà d'un climat de tension qu'il est possible de développer par ce surcontrôle, il y a vraiment un risque de transformer les équipes en simples exécutants qui sont finalement infantilisés à devoir rendre des comptes et privés de reconnaissance et d'autonomie qui sont des traits qui sont importants dans le cadre du travail. Donc la question de la confiance est vraiment centrale dans l'allègement de la charge mentale des managers. Aujourd'hui, on se rend compte, c'est une posture managériale qui est vraiment dépassée, ce surcontrôle. Aujourd'hui, on demande plutôt aux managers d'être des facilitateurs et de faire confiance aux collaborateurs et vraiment de les responsabiliser, de les autonomiser. Troisième qualité qui peut se transformer en défaut, c'est le cerveau multitâche. Beaucoup d'entre nous sont dans cette configuration de gérer des projets multiples avec finalement des difficultés à prioriser ces projets et à terminer une tâche avant finalement d'en commencer une autre. Sauf qu'on sait qu'un travail bien fait, c'est un travail qui est terminé. S'agiter, courir partout toute la journée, répondre à des urgences, on se rend compte finalement que à la fin de la journée, on n'a pas fait la moitié de ce qui était prévu initialement. Et ça peut entraîner le développement d'un sentiment d'insatisfaction, de surchauffe, et finalement d'atteinte au sens du travail et une démotivation. Christelle Petit-Colin, qui est une thérapeute et formatrice en communication et développement personnel, compare notre esprit aux nombreux dossiers qui sont ouverts sur le bureau d'un ordinateur. Finalement, pour apaiser notre esprit, il faut savoir repérer le dossier de trop et poser ce qu'elle appelle des clôtures cognitives.
Un moyen d'y arriver, c'est de faire des to-do list, par exemple. Poser sur le papier les tâches qu'on a effectuées nous permet aussi de hiérarchiser, de prioriser et de ne pas tout initier en même temps. Barrer aussi les tâches qu'on a effectuées libère l'esprit et nous permet d'être finalement satisfait d'avoir réalisé des tâches dans la journée. Quatrième qualité, c'est l'anticipation. Donc, on peut se dire que c'est vraiment une qualité au travail, mais ça peut devenir un défaut à partir du moment où on anticipe de trop et où on essaie de prévoir tous les risques liés à une situation ou un projet. On peut avoir cette anxiété d'anticiper, être dans une vraie logique de vérification qui finalement devient inopérante, un petit peu comme le pessimisme. On perd beaucoup d'énergie parce qu'on s'inquiète de toutes les conséquences qui pourraient avoir lieu et finalement on risque de verser dans le catastrophisme qui est vraiment contre-productif. Une solution pour éviter cette anticipation trop importante, c'est d'écrire. Écrire, poser les choses, poser les risques pour identifier ce qui est du risque à gérer ou ce qui est du risque qui finalement est vraiment tellement peu élevé qu'il vaut mieux ne pas le traiter. Ça permet de mettre à distance ces émotions et surtout de rationaliser et de pondérer ce risque d'échec. Cinquième trait, c'est l'héroïsme. L'héroïsme, le collaborateur ou manager super-héros, ce sont ceux qui rendent service à tout le monde, qui aident, même au risque de se désorganiser eux-mêmes dans leur travail ou de se mettre en retard dans les échéances qu'ils peuvent avoir. Donc aider, c'est très positif et ça permet aussi de développer ou d'alimenter un esprit d'équipe, mais il ne faut pas que ce soit au détriment de son propre travail et de ses propres priorités. Il faut apprendre à dire non. C'est quelque chose qui n'est pas simple et notamment dans le milieu professionnel. Mais voilà, c'est vraiment un point de vigilance à avoir si on a ce trait de caractère de l'héroïsme, apprendre à dire non, surtout si on sent qu'on va se mettre soi-même en difficulté. Et enfin, dernier trait de caractère, c'est l'implication. Alors toujours, Christelle Petit-Paulin indique que l'individu est tellement impliqué dans les résultats que quand il termine un projet sur lequel il a beaucoup travaillé, il s'est beaucoup investi, eh ben, il pense plutôt ouf que chouette, puisque finalement, quand ce projet réussit, parce que finalement, on est plus soulagé de la fin d'un projet que satisfait du succès qu'on peut en récolter. C'est toute la problématique de l'implication, c'est de se sentir concerné par beaucoup trop de choses et finalement se surresponsabiliser et se surengager avec aussi un risque de culpabilisation si les projets n'aboutissent pas ou en tout cas pas comme on le souhaiterait. Pour se sortir de ce surengagement, il faut bien entendu faire confiance, il faut aussi déléguer et ce qu'on appelle trier son sac de responsabilité pour connaître aussi le rôle de chacun au sein du collectif. Donc ces 6 traits de caractère sont vraiment des comportements, en tout cas quand ils deviennent des défauts, quand ils deviennent des comportements cachés, doivent être repérés rapidement parce que ce sont eux qui font la charge mentale. Je vais vous donner un exemple très concret. On a tous eu à gérer la demande d'un manager de la veille pour le lendemain, par exemple, de remplir un tableau de reporting. On a tous une manière différente de réagir. On peut soit se mettre en difficulté pour le faire coûte que coûte et répondre à la demande du manager, quitte à ramener du travail à la maison ou rentrer tard ou mettre en difficulté la sphère plutôt personnelle. On peut aussi décider d'aider un collègue, même quitte à se mettre en retard. Et on peut aussi expliquer à sa hiérarchie que ce n'est pas possible, que l'échéance donnée est trop juste et que faire une proposition sur une échéance un peu plus longue. Voilà un petit peu les différentes réactions que l'on peut avoir face à différentes situations de travail. Je vous propose de partager le petit sondage. Alors j'espère que vous avez été nombreux à y répondre. Alors Morgane est en train d'afficher le traitement. Alors sur ces 6, donc merci, vous avez effectivement été nombreux à y participer. On se rend compte que le trait de caractère le plus important que vous témoignez, c'est le cerveau multitâche. Cette capacité à gérer plusieurs
plusieurs projets en même temps. Donc, rappelez-vous, hein, sur le cerveau multitâche, il faut vraiment faire attention et apprendre à prioriser pour ne pas se mettre en difficulté. Et alors, le deuxième trait de caractère, c'est le perfectionnisme. Donc, encore une fois, une vraie qualité dans le travail, sauf s'il devient une charge, en tout cas, s'il ajoute à la charge mentale. Donc, encore une fois, le perfectionnisme, c'est important, mais ne pas passer trop de temps à faire ou refaire, ce qui ne changera finalement pas tant de choses que ça. Alors, quand on vient de voir ces attitudes qui peuvent être des attitudes néfastes pour notre charge mentale, quand on cumule ces attitudes néfastes, eh bien, notre santé peut en subir des conséquences. Une enquête menée en 2019 positionne la France au 3e rang des pays européens où les salariés se sentent stressés au quotidien. Donc, on voit qu'on a quand même un fort stress dans les entreprises en France. Et on sait que les impacts de ce stress ont vraiment des conséquences sur notre santé, qu'elle soit physique, qu'elle soit psychologique, mais aussi sur notre équilibre social, équilibre familial et aussi professionnel. Puisque le stress peut entraîner, ce que je disais, des symptômes physiques, mal de tête chronique, douleurs musculaires, des palpitations. Je vais vous partager 2 chiffres parce que je trouve qu'ils sont plutôt parlants. Le premier, c'est 55, c'est le nombre d'heures que l'on ne doit pas dépasser par semaine si on veut éviter l'AVC. Au-delà de 55 heures de travail par semaine, le risque d'AVC augmente de 33%. Et un autre chiffre, c'est 64%. C'est la proportion dans laquelle le risque de maladie cardiovasculaire s'accroît en cas de situation stressante répétée. Donc, ces 2 chiffres nous montrent que vraiment le stress a des conséquences directes sur notre santé physique. Ce stress a aussi des impacts sur notre sphère cognitive en termes de mémoire, en termes de concentration. On se rend compte que le stress n'aide pas à se concentrer, par exemple. Un impact également sur la sphère relationnelle, puisque en situation de fort stress, on peut assister à une dégradation du climat de travail et de relations interpersonnelles, du fait notamment de l'usage intensif des mails, de l'impulsivité de nos réactions et de l'agressivité qui peut être générée par ce stress. On a aussi un risque de rupture de lien au sein de la cellule familiale qui est causé par un manque d'attention. On est concentré sur les problèmes au travail, sur notre activité, avec finalement une mise à distance par rapport aux enjeux plutôt familiaux. Ce qui peut entraîner aussi des conflits au sein de cette cellule familiale, voire des conflits avec des collègues. Un lien très direct, ça on le sait, du stress avec le burn-out. On peut développer vraiment un sentiment de découragement quand on n'a pas de coupure par rapport à notre vie personnelle, quand on n'a pas de temps de repos suffisamment identifié. On se rend compte que les salariés qui font face à une surcharge de rôle élevée sont 12 fois plus susceptibles de développer un épuisement que les autres. C'est vraiment un risque qui est fortement aggravé par cette charge. Et finalement, le risque, c'est aussi que notre vie ne devienne qu'une somme de tâches professionnelles à effectuer, puisque le travail devient prioritaire. On l'a tous dit à un moment donné dans nos existences professionnelles. Ah là là, nos journées ne font que 24 heures. Si je pouvais travailler même la nuit, je pourrais enfin résorber mon retard. Voilà, ça devient finalement, la vie ne devient qu'au service des tâches que l'on doit effectuer. De la même manière, le fait d'être hyper connecté finalement nous met à distance des personnes qui s'intéressent à nous. Et ce lien avec l'hyperconnexion, Thierry Venin, qui est un sociologue, en prenant le terme de laisse numérique. Et je trouve que c'est plutôt parlant, puisque finalement, ces outils qui nous permettent de rester connectés au travail deviennent un fardeau quand ce temps professionnel est terminé. Et on se rend compte qu'une période de stress qui est longue, pas forcément, mais peut conduire au burn-out et à la dépression.
Et enfin, on a aussi un impact de ce déséquilibre et de ces qualités qui peuvent devenir des défauts sur la conciliation des temps de vie. On a 78% des cadres français qui consultent leur mail professionnel pendant les week-ends ou pendant leurs vacances, et 24% des cadres qui arrivent avant 8 heures du matin et 20% qui y sont encore au travail après 20 heures. Je pense qu'un certain nombre d'entre vous sont en train de sourire parce qu'ils se reconnaissent dans ces statistiques. Et donc, vous voyez que finalement, ce mélange entre vie professionnelle et vie personnelle a vraiment des impacts sur notre charge mentale. Alors, maintenant qu'on a bien compris ce qu'est la charge mentale, on vous propose quelques techniques pour essayer de l'alléger. Face au risque, il faut trouver des techniques pour vous protéger. Dans un premier temps, ce serait sortir du déni. Il faut apprendre à reconnaître les symptômes de surchauffe qui vont vous caractériser, qui sont différents d'un individu à l'autre et qui doivent vous permettre de vous dire « là, je suis en zone rouge ». Ça peut être de la colère, de la lassitude, de l'irritabilité ou de l'impatience. Repérez également vos comportements inhabituels avec une vigilance particulière sur des comportements d'excès qui vont vous dire ça m'aide à tenir le coup ou à compenser. Ça peut être des cigarettes un peu plus fréquentes quand on fume, ça peut être je vais boire un verre, 2 verres, quelques verres avec des collègues. De temps en temps, oui, mais sur la durée, ce sont des excès qui peuvent nuire à la santé. Connaissez également vos limites. Acceptez de ne pas être parfait et vous fixez des objectifs qui sont accessibles. Pour cela, il est nécessaire de prendre un peu de temps, de réfléchir aux moyens de fonctionner peut-être différemment que ceux qui sont les vôtres, apprendre à déléguer, à demander de l'aide ou encore prioriser vos missions. Communiquer également est important sur sa charge mentale. On ne l'exprime pas forcément. Il faut essayer de la rendre visible avec vos collègues ou votre hiérarchie. Soyez factuel. Arrêtez de compenser le travail des autres. Et on l'a dit tout à l'heure, sachez dire non, mais de façon constructive. Non, je ne pourrais pas faire cette tâche que tu me donnes. Par contre, j'ai telle solution ou telle autre, je peux la faire sur telle période. Et enfin, Élodie vient de le dire sur les temps de vie, préservez votre vie privée. Les moments personnels sont tout aussi importants. Ça permet de trouver un juste équilibre entre les deux sphères. Alors, manager, dirigeant, on vous propose quelques préconisations en entreprise pour vos collaborateurs et pour vous-même. C'est d'abord de considérer le télétravail comme une nouvelle donne. On l'a vu lors du confinement, le télétravail est devenu une nouvelle norme de travail. Il a fallu composer avec de nouvelles méthodes de télémanager. L'idée, c'est de pérenniser les méthodes qui ont été mises en œuvre durant cette période. Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce que je garde? Et qu'est-ce qu'on laisse de côté? Il faut formaliser aussi les règles d'usage des outils numériques. Quelques exemples qui ont pu être mis en œuvre dans certaines entreprises, c'est créer une charte d'utilisation des mails, en instaurant un blocage de serveurs, par exemple, après une certaine heure, ou en respectant les temps de repos et le fait de ne pas solliciter vos collaborateurs en dehors de leur temps de travail. Un petit rappel, c'est que le droit à la déconnexion est réglementé depuis 2017 déjà. On a eu une vraie, réelle prise de conscience qui a été faite ces derniers mois du fait du télétravail et de son importance. Mais il est vraiment important de formaliser ces règles pour éviter justement le surinvestissement et la fatigue et le burn-out. On vous propose également des actions de sensibilisation. Il est important de pouvoir former les managers, les collaborateurs sur les bonnes pratiques en termes de déconnexion ou sur comment alléger sa charge mentale. Essayez aussi, ça fonctionne, de viser la nouveauté, de trouver un projet nouveau dans lequel les collaborateurs pourraient s'investir de manière à retrouver du sens au travail quand il y a eu un petit relâchement sur ce côté-là, une perte de motivation. Et enfin, on l'a dit tout à l'heure, le manager facilitateur, c'est avoir un management attentif, repérer les signes de fatigue des collaborateurs, témoigner de la reconnaissance sur les efforts fournis. On l'a vu durant la crise sanitaire, les collaborateurs sont vraiment en demande de reconnaissance. On a constaté un surinvestissement de nombreux salariés qui voulaient prouver qu'ils étaient aussi efficaces à la maison en gérant les enfants, mais qu'ils n'étaient pas à la maison en train de ne pas travailler et de ne rien faire. Alors, au travail, au-delà du côté managérial, au travail, quelques bonnes pratiques pour essayer d'alléger votre charge mentale.
qui peuvent paraître un petit peu anodines, hein, mais je ne suis pas certaine qu'on s'y tienne ou qu'on le fasse tous. C'est déjà peut-être revoir la gestion des emails. Aujourd'hui, on est sollicité, on reçoit un nombre d'emails très important tout au long de la journée. Il faut savoir qu'il vaut mieux consulter ces messages par bloc toutes les 30 minutes plutôt que de s'interrompre en permanence. Au niveau de la charge mentale et au niveau du cerveau, on sera plus efficace. Par exemple, ça pourrait être de se dire, ben, tiens, j'ai des mails urgents, je vois que j'ai des mails urgents et des demandes, je ne peux pas les traiter. Par contre, je peux dire à mon interlocuteur, je traite ta demande et je te donnerai une réponse sur telle période. Ça évitera les mails de relance qui vont aussi alourdir au contraire votre charge mentale. Prévoir son backup pour les vacances. Pensez à mettre un message d'absence, pareil, pour éviter les relances de collaborateurs qui ne savent pas que vous n'êtes pas là et qui, lorsque vous allez consulter, hein, parce que je sais qu'un grand nombre le font, on l'a dit tout à l'heure, vos mails, vont du coup alourdir aussi cette charge durant vos congés en vous disant mince, j'ai pas répondu, il ne le sait pas, il me relance 3, 4, 5 fois, il faut que je lui réponde et du coup on se met à travailler durant les vacances. Privilégier également les temps d'échange réels. Aujourd'hui, même à distance, même en télétravail, on a vu de nouvelles configurations avec la mise en place de cafés virtuels, d'échanges par visioconférence. Ces échanges-là sont très importants parce que si on utilise uniquement les échanges par mail, l'intonation qui est donnée dans un échange de mail qui est envoyé des fois très rapide, c'est celui qui l'a lu qui l'a fait. Et du coup, il y a des fois, ça peut être source en tout cas de conflits ou d'interrogations ou de mauvaises interprétations. Donc, ces temps d'échange réels sont vraiment très importants pour éviter les sources de conflits. Faire des pauses également est très important. S'extraire de son environnement pour faire reposer vos fonctions cognitives. Une pause de 2 minutes toutes les 2 heures va être plus efficace que 15 minutes toutes les 2 heures. Ça permet vraiment à votre cerveau de faire une pause et de se reconnecter sur la tâche qu'il doit effectuer. Et enfin, il est important de travailler sur la confiance en soi, de se dire que on a parcouru un chemin hein, quand même qui n'est pas anodin, qu'on a réussi tel ou tel type d'expérience. Savoir déléguer, parce que pour libérer du temps au niveau de votre cerveau et de votre charge mentale, c'est aussi savoir s'entourer avec des bons relais. Ne restez pas, on vous l'a dit tout à l'heure, dans le surcontrôle. Et parce que finalement la charge mentale s'invite aussi à la maison hein, pour se protéger, il faut aussi adopter des bonnes pratiques pour s'alléger sur son temps personnel, des bonnes pratiques déjà pour être acteur de sa santé, ce qui sous-entend une bonne qualité de sommeil. Alors quand on n'a pas le temps, on peut faire une petite sieste de rattrapage, une alimentation équilibrée bien sûr, une activité physique régulière. Alors activité physique, mais aussi activité en famille, activité sociale. Le lien social est très important aussi pour s'alléger. La réduction, bien entendu, de sa consommation de café et de tabac, voire l'arrêt du tabac. Et bien entendu, faire attention à sa santé. Quand on n'est pas malade, c'est faire des check-ups de manière régulière. Et quand on est malade, c'est savoir se soigner et se reposer. On est moins efficace en continuant à travailler tout en étant malade plutôt que de se reposer pour repartir plein d'énergie. Et enfin, un petit conseil, c'est l'expérimentation de la méditation. Donc, il y a plusieurs techniques hein, qui existent, la méditation de pleine conscience, la cohérence cardiaque, la sophrologie. Voilà, il y a vraiment des techniques qui existent pour chacun d'entre nous, la plus adaptée à chacun d'entre nous. Vous pouvez pratiquer avec un professionnel et sinon, si vous n'avez pas le temps ou l'envie, il existe des applications sur les smartphones qui sont plutôt efficaces. On vous a mis un petit exemple sur le support, mais il en existe d'autres sur l'ensemble des applications disponibles. Alors, on en parlait tout à l'heure. Hein, cette charge mentale, elle a été très importante pendant cette crise sanitaire que l'on a tous vécue. Donc, c'est le confinement, le déconfinement, la reprise d'activité, que ce soit sur site ou en télétravail. On se rend compte que on est vraiment cette période a vraiment eu des conséquences sur le stress de chacun d'entre nous. En effet, cette crise sanitaire nous a obligés à nous adapter, à entraîner un changement qui a été vraiment soudain et qui finalement a fait exploser les normes.
Aujourd'hui, faire la bise à un collègue qui est un moment convivial par nature, c'est quelque chose de mal, d'interdit. Les codes sociaux finalement se sont un peu bouleversés. Pour un homme, travailler sans venir travailler sans se raser, ou pour une femme sans se maquiller, devient une norme qui n'était pas forcément, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Et on se rend compte qu'avec ce bouleversement qui a été la crise sanitaire pour chacun d'entre nous, a vraiment bousculé les besoins que l'on peut avoir, nos besoins fondamentaux en termes psychologiques. Et vraiment, ces besoins qui sont au nombre de 3 ont vraiment été mis à mal pendant ce confinement. Cette mise à mal rend aussi difficile le retour à la normale et la projection de ce retour à la normale. Donc ces 3 besoins psychologiques fondamentaux sont la compétence, le besoin de compétence, le besoin d'autonomie et le besoin social. En termes de compétences, finalement, on a tous besoin de se sentir efficace, de contrôler notre environnement et notre travail. Si on ne travaille plus, forcément, il faut mécaniquement se remotiver pour revenir à une activité classique, plus normale, et exercer ce besoin de compétences peut devenir finalement laborieux. Audrey vous l'a dit tout à l'heure, on a vu pendant le confinement une dérive où les collaborateurs finalement ont voulu surmontrer à leur manager qu'ils étaient toujours aussi compétents, avec des dérives en termes d'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Et on se rend compte que durant cette période, c'était pas si simple que ça. Avec des enfants à côté de nous qui ont pu nous solliciter, on peut être ralenti. Et le risque pendant cette période a été finalement de s'attribuer ce ralentissement, ce manque d'efficacité, alors que ce sont les circonstances extérieures qui étaient en cause. Deuxième besoin psychologique fondamental, c'est ce besoin d'autonomie que l'on a, sachant qu'en cette période, ça a été très spécial en matière d'autonomie. Finalement, il y a plutôt 2 écoles sur le sujet. Les collaborateurs qui ont pu avoir le sentiment d'être abandonnés en télétravail, sans directive, ou très peu de contact avec leur manager ou leur entreprise, leur direction. Et puis à l'inverse, on peut avoir aussi eu le sentiment d'être plutôt contrôlé, surveillé, un peu fliqué par l'entreprise et par les autres. Et ce, d'autant plus que ce flicage, finalement, il était pas tant sur le pan professionnel que sur un pan un peu plus personnel, sur la partie hygiène. Est-ce que tu as bien mis tes gants, t'as mis ton masque pour sortir, attention, il faut se laver les mains. Finalement, avec ces considérations, on rentre dans le champ du personnel et de l'intime, avec un risque aussi que l'on ressente un malaise face à ce mélange de ces univers. Et finalement, c'est notre besoin d'autonomie qui parle et qui se fait sentir. Troisième besoin psychologique fondamental, c'est le besoin social, le besoin d'être supporté par des collègues, par des personnes. On s'est rendu compte que le confinement nous a isolés, ou en tout cas a pu nous isoler des collègues, surtout en cette période où on a eu du télétravail massif, ou alors d'autres personnes qui ont pu être au chômage partiel. Dans ces cas-là, on a forcément beaucoup moins d'occasions de partager, de se rassurer aussi sur le fait qu'on n'est pas tout seul à être déstabilisé. Ça a été d'autant plus vrai que durant cette période, beaucoup d'entre vous ont voulu aussi montrer, n'ont pas voulu montrer qu'ils n'étaient pas satisfaits ou qu'ils se plaignaient. Beaucoup ont voulu faire bonne figure, notamment par rapport à d'autres collègues. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais moi, dans les échanges que j'ai pu avoir sur cette période-là, j'ai beaucoup entendu de collègues qui me disaient « Ah ben, moi, j'ai plus de chance que toi parce que moi, je suis en maison. » Et avec les enfants, c'était plus simple à gérer, le jardin. Toi, tu es en appartement, c'est plus compliqué. Voilà, c'est vraiment essayer de faire bonne figure par respect pour ceux qui avaient en tout cas, dont on pense qu'ils avaient des moins bonnes circonstances de travail dans cette période. Donc, par rapport à la satisfaction de ces 3 besoins,
on voit qu'il y a vraiment une grande diversité de comportements, hein, avec des réactions complètement différentes et potentiellement des réactions un peu extrêmes qui peuvent survenir avec un réel besoin de retour à l'équilibre sur ces trois besoins. Et du fait de la mise à mal de ces trois besoins, on a pu voir au quotidien une motivation qui était fluctuante. Et c'est vraiment normal de ne pas avoir été vraiment rigoureux dans cette motivation au quotidien. Donc, pour repartir au départ de notre grande aventure de la crise sanitaire, hein, l'épisode au départ a été le confinement. Ce confinement qui a été un événement qui a été vraiment soudain. On l'a jamais vécu. Il est arrivé finalement du jour au lendemain puisque le gouvernement l'a annoncé et 2 jours après, toute la France était confinée. Donc, un événement vraiment soudain. Massif. Tous les Français ont été concernés par ce confinement, rempli d'incertitudes. On était tous collés à la télé ou à la radio pour en apprendre plus, pour savoir comment allait se dérouler cette période inédite. Elle était bien sûr source de nouvelles contraintes. Hein. Je parle alors notamment, mais pas que, aux parents qui ont dû gérer les enfants en plus de tout le reste. On le sait tous, et ça a été une course d'endurance. Cette période, elle a duré longtemps, trop longtemps même, mais ça a été vraiment une course d'endurance qu'on a dû subir. Et durant cet épisode, les équipes se sont fatiguées avec ces contraintes qui étaient différentes, avec des enjeux qui étaient aussi plus forts. Et même avec une activité qui était moins importante, on le voit pour les personnes qui étaient au chômage partiel ou en activité partielle, ces personnes-là sont fatiguées, autant que ceux qui ont pu continuer à travailler à 100%. On sait aujourd'hui que l'incertitude est une vraie source de fatigue et qu'elle s'est rajoutée, cette incertitude, à la fatigue professionnelle telle qu'elle existe habituellement. Et avec en plus des accidents relationnels qui sont liés à cette période de crise. Audrey en parlait tout à l'heure, hein, des échanges virtuels à distance peuvent aussi entraîner des interprétations un peu différentes, un peu maladroites, avec des risques d'erreur. Ces maladresses justement dues à une situation inédite. Donc c'est ce risque d'accidents relationnels qui ont pu apparaître. Et par conséquent une évolution de la cohésion d'équipe, que ce soit de manière péjorative, mais aussi, et on l'a vu heureusement, de manière positive, avec un renforcement des liens qui peut avoir eu lieu au sein des équipes, et malheureusement des tensions qui ont pu se développer, mais aussi des belles expériences et des belles surprises qui se sont révélées pendant cette période. Et heureusement, on a des belles choses qui sont sorties de ce confinement, de cette crise sanitaire, et des nouvelles habitudes au sein des équipes qu'il faut garder et sur lesquelles on peut capitaliser même après. Alors, dans le cadre du déconfinement, il a fallu, il faut même encore parfois, hein, réorganiser, planifier les étapes de la reprise d'activité. Beaucoup d'entreprises encore fonctionnent en mode hybride avec une partie du personnel en télétravail ou du télétravail à temps partiel et du personnel qui repartit sur site travailler. En termes de management, pour alléger la charge mentale, la vôtre, celle de votre équipe, pour nous, il y a 3 étapes essentielles. Dans un premier temps, c'est la préparation de la reprise avec des points individuels avant retour sur site ou avant reprise du mode hybride pour connaître l'état d'esprit de chacun. Avec la crise sanitaire, de nouveaux besoins sont apparus et je pense qu'il est important d'avoir une idée très précise de l'état d'esprit de votre équipe. Au moment de la reprise, ou même en mode hybride, hein, si l'organisation perdure, c'est d'organiser une réunion collective de reprise. Ça permettra d'échanger sur les craintes collectives des équipes, sur l'organisation du travail. Encore une fois, je pense qu'il est important de commencer par une reconnaissance du travail qui a été fourni ces derniers temps
Dans le cadre de ces réunions, c'est de se réinventer aussi, peut-être avec un ordre du jour qui sera plus rapide, mais efficace. Parce que des réunions à rallonge, comme on en faisait peut-être quand on était en présentiel, aujourd'hui à distance, ou une partie à distance, ça devient plus compliqué. Si vous avez des collaborateurs qui sont à distance lors de ces réunions collectives, n'hésitez pas à leur donner la parole en premier, hein, pour qu'ils se sentent vraiment investis et qu'ils se sentent vraiment intégrés à la réunion. Et enfin, ce serait de réajuster à intervalles réguliers tout le temps que va durer ce mode hybride. Et même si le mode hybride n'existe plus au moment de la reprise, il est vraiment important d'accompagner les collaborateurs en gardant des rituels d'échange individuels ou collectifs, à voir en fonction de votre organisation, pour vraiment assurer l'engagement de vos collaborateurs. On vous a mis en annexe des fiches outils sur les rituels individuels et collectifs qui permettront peut-être d'organiser et de planifier ces étapes. Si jamais la reprise a déjà eu lieu et que ces réunions collectives n'ont pas forcément été organisées, il n'est pas trop tard. Je vous conseille vraiment d'essayer, en tout cas, de les mettre en œuvre pour remobiliser vos collaborateurs et redonner un esprit d'équipe. Donc cette reprise d'activité a pu se faire soit en présentiel dans le cadre d'une reprise d'activité dans les locaux de votre entreprise, soit toujours en télétravail avec un management à distance qui représente pour un certain nombre d'entre nous une nouvelle façon de travailler, une nouvelle donne qu'il a fallu intégrer. Cette situation, en tout cas la crise, a en effet entraîné un grand nombre de collaborateurs à devoir fonctionner en télétravail. C'est vraiment un nouveau cadre, hein, pour beaucoup d'entre nous auquel on n'était pas forcément tous préparés. Parce que le télétravail, quand il est choisi, quand il est réservé à certaines tâches, peut vraiment être une source de confort pour les collaborateurs. Mais quand il est subi, quand vraiment on n'a pas le choix et qu'on n'y est pas habitué, on se rappelle, hein, qu'on a pu passer en 3 jours d'un travail au bureau à 100% à un télétravail à 100%. Il doit, en tout cas, ce passage au télétravail peut solliciter vraiment nos ressources d'adaptation avec des risques en termes de surcharge cognitive, hein, par exemple, utiliser des outils qu'on n'utilisait pas avant, qu'on ne maîtrise pas. Moi, à titre personnel, j'ai appris à utiliser Teams pendant ce temps de confinement, avec des connexions à des réseaux internet qui étaient plus ou moins de qualité, avec également des interruptions qui pouvaient être fréquentes au sein de la cellule familiale. Donc vraiment cette surcharge cognitive importante en période de télétravail. Un risque également lié à la communication. Une communication qui a été à distance à 100%, avec une nécessité de s'adapter à cette nouvelle forme de communication, avec un sentiment d'isolement aussi qui a pu se développer. Et finalement, de ces limites sont nées des nouvelles pratiques, des bonnes pratiques sur des temps de convivialité qui ont pu être initiés et très innovants en cette période. Et enfin, un risque sur l'équilibre des temps de vie, puisque en temps de télétravail, finalement, la frontière entre la vie personnelle et la vie professionnelle n'existe pas, puisqu'on travaille et on vit dans un même endroit. Et avec ce risque, on en parlait tout à l'heure, Audrey et moi, ce risque de se surinvestir pour montrer que le travail est là et que la motivation est toujours là. Et donc un vrai risque lié à cet équilibre des temps de vie, accru par cette hyperconnexion qu'on a pu avoir en ces temps de télétravail, et un vrai droit à la déconnexion qu'il faut s'appliquer. Ces 3 risques, en tout cas, les limiter et travailler sur ces trois risques demande de mettre en place un certain nombre de bonnes pratiques que l'on va voir juste après pour limiter l'impact de ces risques sur notre charge mentale. Alors, en tant que manager, quelle bonne pratique adopter pour faire face à la pression qui vient d'en haut? Il est d'abord important d'adapter les objectifs de vos équipes en fonction du vécu, de ce qui fait actuellement, réévaluer les capacités, les possibilités,
en fonction de ce qui est faisable, tant dans l'organisation mais que dans l'émotion également. Une fois que ces objectifs sont définis, il est nécessaire de les contractualiser avec les collaborateurs, de manière à embarquer tout le monde et à s'assurer de la bonne compréhension de ces objectifs. Il faut également être transparent avec sa hiérarchie sur les actions qui sont mises en œuvre et les difficultés qui vont être rencontrées pour atteindre ces objectifs. Structurer également un planning hebdomadaire en définissant en équipe des plages précises de temps de travail, de temps de repos. C'est important de les construire ensemble et d'utiliser un espace de communication spécifique où vos collaborateurs pourront trouver de l'information sans cesse vous solliciter. Ça permettra aussi d'alléger la charge mentale qui est la vôtre ou la leur. Pour faire face à la pression qui vient d'en bas, cette fois-ci, la pression des collaborateurs, il est important de prévoir des plages de disponibilité. En dehors de ces moments d'équipe, leur octroyer un temps dédié pour échanger avec eux. Mais attention, pas n'importe quand ni à n'importe quelle condition. Vous n'êtes pas joignable 24 heures sur 24 ni 7 jours sur 7. Il faut essayer de trouver un canal de communication qui va être à privilégier, que vous préférez pour les sollicitations. Orientez vos équipes vers des personnes compétentes si vous remarquez des difficultés. Ne pas vous substituer en tout cas aux acteurs de santé de l'entreprise. Ça engendrerait davantage de charge mentale pour un rôle qui n'est pas le vôtre. Et enfin, de la même manière que la pression qui vient d'en haut, il convient d'objectiver en tenant bien compte des contraintes des collaborateurs, des contraintes individuelles de chacun et d'être transparent avec vos collaborateurs sur les objectifs attendus et de contractualiser un pacte avec vos équipes de manière à embarquer tout le monde. Je crois, Audrey, qu'on met à disposition aussi des participants un petit guide plutôt axé, là on s'est plutôt axé côté manager, mais un petit guide côté collaborateur et exactement, pour les parents. Pour la sphère un peu plus privée. Alors, sur ce guide de reprise pour clôturer le sujet de la crise sanitaire, en résumé, ce qu'on peut se dire, c'est que sur ce confinement, les vécus individuels sont vraiment différents et il ne faut surtout pas présupposer les ressentis de nos collègues, de nos managers, de nos collaborateurs. Et c'est important, Audrey vous l'a dit tout à l'heure, pour éviter de présupposer ce que chacun a vécu, de recueillir en amont de cette reprise des éléments sur le ressenti personnel, savoir aussi reconnaître les efforts d'adaptation des équipes, que ce soit collectivement mais aussi individuellement. Une petite astuce pour aussi libérer un peu la parole, quand vous faites un tour de table de la météo du moment, il ne faut pas hésiter à donner un peu de soi, à commencer par soi et ne pas hésiter à exprimer en tant que manager les difficultés qu'on a pu rencontrer. Ça permet vraiment de libérer la parole et de donner la liberté aux collaborateurs alors non pas de se plaindre, mais de donner un ressenti qui n'est pas forcément toujours positif. Il faut aussi être à l'écoute des interrogations, à l'écoute des craintes. Et si on voit que la parole ne se libère pas, ne pas hésiter à questionner. Pour pouvoir répondre et être un peu une soupape pour les collaborateurs qu'ils puissent se décharger. Et enfin, se dire aussi que le retour à l'équilibre va se jouer dans la longueur, dans la durée, d'où l'importance d'initier de nouveaux rituels d'équipe, en gardant aussi à l'esprit que ces nouveaux rituels d'équipe ne seront que transitoires et le plus important, c'est de se dire qu'il faut maintenir le lien. Et c'est vraiment le maître mot de cette période de reprise d'activité, c'est de conserver le lien au sein des équipes. Voilà, écoutez, je pense que maintenant vous en savez un petit peu plus sur la charge mentale de manière globale et plus spécifiquement sur cette expérience que nous avons vécue durant cette crise sanitaire. Quelques mots sur le groupe Aesio et sur son engagement dans la prévention et la promotion de la santé, pour vous accompagner, pour que vous soyez acteurs de votre santé. Nous accompagnons justement les entreprises qui nous font confiance dans la mise en place de plans d'action pour une réelle meilleure qualité de vie au travail. Alors, on se rend compte que des salariés en bonne santé, en meilleure forme,
qui travaillent aussi dans un environnement positif ont un réel rôle sur la motivation et sur la productivité de l'entreprise. La prévention au sein d'Aesio en quelques chiffres, c'est une équipe de près de 40 collaborateurs qui sont répartis partout sur le territoire français, qui nous permettent d'intervenir sur l'ensemble du territoire. Un réseau de partenaires qui intervient sur des thématiques précises, des professionnels qui sont certifiés, qui sont diplômés pour proposer des contenus de qualité. Et enfin, 1300, c'est le nombre d'actions que l'on mène chaque année partout en France, que ce soit à destination de nos adhérents, donc à titre individuel ou au sein de nos entreprises adhérentes, mais aussi auprès du grand public. Alors, notre accompagnement prévention en entreprise est structuré, on le structure en 4 étapes. À partir d'un diagnostic, nos chargés de prévention construisent un plan d'action aux côtés de l'entreprise, adapté aux besoins, aux attentes des salariés et de l'entreprise, des actions qui sont ensuite déployées sur le terrain. Elles font l'objet ensuite d'une évaluation et d'une restitution partagée avec l'entreprise. Notre parcours de prévention intègre 3 approches pour répondre aux besoins de l'ensemble de toutes les parties d'entreprise. Ça peut être donc l'information ou la sensibilisation qui permet de donner une information généraliste et qui vont permettre d'initier une démarche de prévention. Par exemple, la mise à disposition de campagnes de prévention ou d'exposition dans l'entreprise. Dans un deuxième temps, on a une approche sur le conseil ou l'orientation qui permet d'apporter des connaissances spécifiques aux salariés sous forme d'ateliers, par exemple. Et enfin, on accompagne nos entreprises pour fournir des connaissances et des compétences vraiment spécifiques à l'exercice d'une activité via des formations cette fois-ci ou bien du coaching. Notre programme est orienté sur de nombreuses thématiques. On vous en a mis quelques-unes, hein. Le sommeil, le rythme de vie, la gestion du stress, les troubles musculo-squelettiques, la nutrition ou encore les gestes de premier secours. La liste n'est pas exhaustive puisque les thématiques sont définies en fonction du diagnostic qui est effectué par notre chargé de prévention. On intervient vraiment sur du sur-mesure. Pour toute information complémentaire, n'hésitez pas à nous contacter. Nos coordonnées sont disponibles dans le support qui sera mis à votre disposition. Bien, écoutez, je vous propose de passer aux questions qui ont pu être posées pendant ce temps de webconférence. Emmanuel indique que la to-do list sur un format carte mentale est encore plus efficace. Alors, Emmanuel, en fait, tout dépend. Hein, chacun a ses techniques carte mentale ou voilà. Chacun, moi personnellement, je sais que je travaille sous forme de post-it, mais chacun a vraiment sa propre technique pour préparer sa journée et préparer sa to-do list. Autre question, comment ne pas faire de l'héroïsme quand on est manager? On est censé aider nos équipes. Alors oui, on est censé en tant que manager accompagner nos équipes, les aider, mais on n'est pas censé faire à leur place. L'objectif, c'est aussi de responsabiliser les équipes on a souvent tendance à vouloir faire à la place pour gagner du temps, pour aider. Par contre, c'est pas forcément une bonne solution à long terme parce qu'en tant que manager, Rachel, vous avez des missions à mener et vous risquez de vous mettre en difficulté finalement en voulant accompagner et aider vos équipes. L'accompagnement ne sous-entend pas forcément mettre, on va dire, entre guillemets, les mains dans le cambouis et faire le travail soit avec, soit à la place de vos équipes. Alors, Evelyne demande, n'hésite pas, hein, Audrey, à prendre la parole. Comment déléguer quand on bosse seul? Alors, effectivement, c'est difficile de déléguer quand on travaille tout seul. Pour le coup, pour alléger sa charge mentale, il faut plutôt prioriser, ce qui est pas si simple que ça, hein, mais se faire, alors on va reprendre la to-do list, mais se faire une liste de missions et de tâches à effectuer qui soient atteignables parce que ça ajoute à la charge mentale de ne pas réussir à faire toutes les tâches qu'on s'est données, tous les objectifs qu'on s'est donnés. Donc, ne pas déléguer parce qu'il n'est pas possible de le faire, mais vraiment prioriser
pour ne pas se mettre en Et communiquer difficulté. aussi sur la charge mentale qui est la vôtre auprès de votre hiérarchie, auprès de vos collègues, de manière à la rendre, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, de la rendre visible. Parfois, la charge mentale, on ne transmet pas, autour de nous, nos collègues ne se rendent pas forcément compte de la charge mentale qui est la nôtre, donc ne pas hésiter non plus à communiquer dessus. Alors, Emma demande à avoir les références des études. Les chiffres sont très intéressants. Alors, merci, parce qu'on trouve aussi, ce sont des chiffres qui sont assez parlants et finalement, on s'est tous retrouvés un petit peu dans au moins un des chiffres qu'on a avancé. Ce que je vous propose, c'est de vous mettre à disposition dans le support qui vous sera proposé toutes les références pour nos études, que vous puissiez aller les regarder un peu plus profondément. Christelle qui dit vous évoquez les tâches professionnelles, mais à cela s'ajoutent également les tâches personnelles. Alors tout à fait. La charge mentale, on l'a évoqué dans un cadre professionnel, mais évidemment les tâches personnelles participent à cette charge mentale. C'est toute la problématique de l'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle, qui finalement sont deux univers qui ne peuvent pas vivre l'un sans l'autre et qui sont imbriqués l'un dans l'autre. Et si on reprend cette période qui a été la crise sanitaire, on s'en rend compte d'autant plus que nos deux univers professionnels et personnels étaient plus que liés, puisqu'on a vécu notre vie professionnelle et notre vie personnelle dans les mêmes temps. Donc oui, la charge mentale, on parle de la charge mentale au travail, mais aussi de la charge personnelle. Tout à fait. Alors, une question d'Hélène qui nous dit qu'elle a l'impression que la charge mentale est confondue avec l'épuisement professionnel, alors que la charge mentale n'est qu'une composante de l'épuisement professionnel. Effectivement, à l'épuisement, il y a plusieurs composants dans l'épuisement professionnel. La charge mentale peut en faire partie. Il peut y avoir effectivement des analogies qui peuvent être faites entre les deux. Après, toutes ces questions-là, on y répondra de façon un petit peu plus poussée et plus détaillée si vous le souhaitez, parce que je vois qu'on a une liste très longue et qu'on arrive au terme de la... On a déjà dépassé de 10 minutes d'ailleurs. On arrive au terme du webinaire. Je vous propose qu'on y réponde dans le support qui vous sera fait. On prendra le temps de répondre par écrit à toutes les questions en qui tout sont cas, posées. effectivement, merci beaucoup de votre participation qui a été très nombreuse. On espère qu'on a avoir répondu à vos interrogations sur cette charge mentale et surtout vous avoir donné des petits conseils, des petits trucs très pratiques pour pouvoir l'appliquer et vous préserver au quotidien, que ce soit au niveau professionnel mais aussi au niveau personnel. Dernière chose, on vous a mis à disposition, parce que je vois la dernière question d'Evan, s'il existe des outils pour évaluer la charge mentale. On vous a mis à disposition dans le support également un petit quiz pour évaluer votre charge mentale. Voilà, il existe des outils pour essayer de se dire voilà, où j'en suis moi aujourd'hui par rapport à tout ce qu'on vous a expliqué. N'hésitez pas à aller le télécharger et à le Écoutez, tester. oui, merci à tous. Avec Merci Audrey, à on vous tous. souhaite une très belle journée et un très bel été qui s'annonce. Bonne journée.